Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce séminaire que l'Institut des Amériques organise en partenariat avec l'École normale supérieure, l'ENS, qui nous accueille d'ailleurs ce soir. Et je rappelle très brièvement l'objectif de ce séminaire qui est de faire dialoguer sur une même thématique des spécialistes de l'Amérique du Nord avec des spécialistes de l'Amérique latine. Donc, ce sera le cas évidemment ce soir aussi, pour une séance sur césarisme et démocratie dans les jeunes républiques américaines de 1800 à 1848. Je rappelle que cette séance est articulée donc autour du sujet de l'agrégation d'anglais et de l'agrégation interne d'espagnol. Je ne vais pas revenir sur les sujets de l'agrégation. Je présenterai simplement, pour terminer cette petite introduction, la coordinatrice scientifique de cette séance, qui est Marie-Jeanne Rossignol, professeure à l'Université Paris Diderot, rattachée à l'UMR Larca. Je rappelle que les recherches de Marie-Jeanne Rossignol portent sur l'esclavage et l'anti-esclavagisme en Amérique du Nord britannique et aux États-Unis de 1754 à 1827. Elle travaille également sur les récits d'esclaves aux États-Unis jusqu'à la guerre de sécession et sur les historiens noirs aux États-Unis de 1850 à 1950. N'hésitez pas, comme vous le voyez sur le chat, à nous faire remonter vos questions. On y reviendra en fin de séance. Je vais maintenant laisser la parole à Marie-Jeanne Rossignol pour cette séance. Tout d'abord, je vais présenter les autres personnes qui interviendront dans ce séminaire transaméricain, vraiment transaméricain, là je pense ce soir. Donc tout d'abord, notre modératrice Geneviève Verdeau, qui est professeure en histoire contemporaine de l'Amérique latine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle dirige le CRALMI, le Centre de recherche d'histoire de l'Amérique latine et du monde ibérique, et fait partie du laboratoire Mondes America. Ses travaux portent sur l'histoire de la construction politique et des pouvoirs locaux dans l'Amérique latine du XIXe siècle, avec une spécialisation sur le Rio de la Plata. Elle a publié L'indépendance argentine entre cité et nation aux publications de la Sorbonne en 2006 et dirige en collaboration avec Véronique Ebrard Les indépendances hispano-américaines, un objet d'histoire en 2013. Elle prépare actuellement un dossier intitulé La Hora de los Pueblos, et vous m'excuserez pour ma prononciation en espagnol, en cours de publication dans la revue Nuevo Mundo, Mundos Nuevos. Alors, donc, c'est Geneviève qui fera la modération une fois nos deux présentations accomplies. Donc, je parlerai en premier avec une petite présentation PowerPoint, mais je serai suivie par Véronique Ebrard, que je vais donc présenter immédiatement. Véronique Ebrard est professeure d'histoire et civilisation de l'Amérique latine contemporaine à l'Université de Lille. Elle est membre du laboratoire Cécile et membre associée de l'UMR 8068 Mondes Américains. Elle est spécialiste de l'histoire politique du Venezuela au XIXe siècle, plus particulièrement des processus de mobilisation et de politisation des populations civiles en temps de guerre et de conflits armés. Elle a notamment publié La Venezuela Independente, alors je vais arrêter sur les termes espagnols, en 2012, et différents articles régulièrement depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui sur ces sujets. Elle s'intéresse également aux archives des américanistes européens, sur lesquels elle a écrit des ouvrages collectifs, enfin, elle a dirigé des ouvrages collectifs, dont Sur les traces d'un mexicaniste français, Constitution et analyse du fond, François Chevalier, en 2005. Donc, c'est moi qui prends la parole en premier pour parler d'un personnage bien moins connu que Simon Bolivar, en tout cas des latino-américanistes, je pense, qui est Jackson, le président Jackson, dont on peut se demander si lui aussi peut être considéré comme un César des Amériques. Alors, voilà, donc le 19 janvier 1832, le président Andrew Jackson, qui était élu depuis 1828, accueille Gustave de Beaumont et Alexis de Tocqueville à la Maison-Blanche. Comme le signale un des biographes de Tocqueville, il ne s'agit pas d'un geste rare, puisque le président cherche à rester accessible dans le climat de démocratie populaire encouragé par Jackson lui-même.
Ce n'est pas une conversation mémorable et Gustave de Beaumont la commente le lendemain dans une lettre où il assure ses correspondants que Jackson, loin d'être un génie, ne doit son élection en 1828 qu'à sa réputation militaire. Méprisant, il ajoute que dans tous les pays, la gloire militaire jouit d'un prestige irrésistible aux yeux du peuple, même d'un peuple composé de boutiquiers et de commerçants. Alexis de Tocqueville, en 1835, charge encore le trait. Et c'est la citation que vous avez. Comment nier l'incroyable influence qu'exerce la gloire militaire sur l'esprit du peuple? Le général Jackson, que les Américains ont choisi 2 fois pour le placer à leur tête, est un homme d'un caractère violent et d'une capacité moyenne. Rien dans tout le cours de sa carrière n'avait jamais prouvé qu'il eût des qualités requises pour gouverner un peuple libre. Aussi, la majorité des classes éclairées de l'Union lui a toujours été contraire. Qui donc l'a placé sur le siège du président et l'y maintient encore? Le souvenir d'une victoire remportée par lui il y a 20 ans sous les murs de la Nouvelle-Orléans. Pour ces libéraux, en tout cas en cours de devenir des libéraux, un héros militaire ne pouvait pas être le digne dirigeant d'une nation réellement républicaine. Aussi dédaigne-t-il Jackson. Tocqueville minimise même le rôle du président états-unien de la démocratie en Amérique, alors que Jackson, en fait, a considérablement modifié et élargi ce rôle de président lors de ses 2 présidences de 1828 à 1837. Car aux États-Unis, où nul Napoléon n'a confisqué la Révolution, à la différence de la France, on ne voit pas les généraux d'un si mauvais œil. Dès sa mort en 1799, Washington avait été l'objet d'une sorte d'adoration et sa vie avait nourri la publication d'une biographie hagiographique à succès, celle que rédigea Mason Weems ou Parson Weems en 1800 et qu'il révisa et republia dans les années 1810 jusqu'à son propre décès en 1825. Washington était d'autant plus admirable qu'il incarnait la figure moderne d'un Cincinnatus et qu'à la fin de la guerre d'indépendance, il avait résisté à l'appel d'officiers mécontents d'un retard de paye. J'ai l'impression que là, voilà. Hop, je vais descendre. Voilà. Donc là, vous avez Washington et vous avez donc sur la deuxième illustration le moment qui a donné toute sa réputation à Washington. À la fin de la guerre d'indépendance, un groupe d'officiers mécontents qui n'ont pas reçu leur paye propose à Washington de marcher sur le Congrès et peut-être de le couronner roi. Dans un discours émouvant, Washington les en dissuade. Son intervention à ce moment-là garantit le contrôle civil et républicain de l'armée. Et c'est ce qui va véritablement finir de forger sa légende. Élu président quelques années après, en 1789, sans avoir le moindre concurrent en raison de sa notoriété révolutionnaire et républicaine, George Washington avait fait respecter les institutions dans une période troublée. Et là, je vais remonter à Jackson. Comme Washington, Andrew Jackson a fondé sa notoriété sur une série de victoires militaires majeures. Et c'est ce statut de militaire héroïque qui le conduit à la Maison-Blanche en 1828, au moment où une importante recomposition du paysage politique américain s'amorce. Lors de la guerre de 1812-1815 contre l'Angleterre, qui est une sorte de deuxième guerre d'indépendance, Jackson avait tout d'abord défait les Indiens Creek alliés aux Britanniques lors de la bataille de la Horseshoe Bend, contraignant ces Amérindiens à céder d'immenses terres dans le sud-ouest des États-Unis. Donc là, vous avez comme première illustration Jackson qui reçoit un chef indien qui vient concéder la victoire. Puis à droite, vous avez, si on connaît un peu la géographie des États-Unis, on voit l'immense cession de terres qui ont été, auxquelles les Indiens ont été contraints de se plier dans le sud-ouest des États-Unis, sur des terres évidemment à coton où les esclaves pouvaient ensuite venir cultiver cette matière première. Comme le dira plus tard son grand ennemi politique Henry Clay, qui découvre les termes exacts du traité qui conduit à ces cessions de terres, on n'aurait pas pu trouver un texte plus dictatorial. Andrew Jackson va l'être, mais il est aussi brutal, tout simplement. Pendant la bataille de la Horseshoe Bend, les nez des victimes autochtones sont systématiquement collectés sur le champ de bataille par son armée. Donc, c'est quelqu'un qui pratique aussi les brutalités militaires. En revanche, auprès de la population américaine, cette victoire et ce traité qui libère les terres à coton rassurent la population de la frontière pour qui la captation des terres indiennes de cette région ouvre d'immenses territoires disponibles. Jackson, par cette victoire, devient le héros du Sud et du Sud-Ouest avant de devenir un héros national tout court en janvier 1815, à la toute fin de la guerre qui oppose les États-Unis à la Grande-Bretagne. Alors, c'est donc
En janvier 1815, en fait, les Anglais et les Américains sont déjà en train de négocier, voire ont même terminé la négociation sur leur paix. Mais cette bataille va intervenir à un moment très important. Les Britanniques, pendant la guerre de 1812-1815, ont infligé des défaites délibérément humiliantes aux États-Unis, en Virginie, et ils cherchent à débarquer à la Nouvelle-Orléans. Et là, Jackson, non seulement les en empêche, mais avec très peu de pertes de son côté, il défait une armée britannique complète. Il y a environ 1000 morts en quelques heures. Étaient ainsi effacées les défaites de l'armée états-unienne pendant 3 années d'une guerre où elle avait surtout subi des revers. Était également effacé ce que vous voyez en image, c'est-à-dire l'humiliant incendie de la Maison-Blanche. Les Anglais s'étaient dépêchés d'aller brûler le symbole du pouvoir états-unien autonome. Avec la bataille de la Nouvelle-Orléans, naît le nationalisme états-unien dans sa forme affirmée, comme on ne l'avait pas connu auparavant. Jackson va l'incarner. Grâce à lui sont possibles l'expansion vers l'ouest, l'accès aux terres à coton, mais également la victoire militaire sur l'ennemi héréditaire et ancienne puissance coloniale. Dans les années qui suivent, Jackson se distingue également par une intervention en Floride, encore espagnole, à la poursuite d'Indiens rebelles. Cette donc, incursion, absolument pas autorisée par les Espagnols, est approuvée par l'exécutif états-unien. Elle constitue une étape essentielle sur la route de l'intégration de la Floride dans le territoire des États-Unis dans le traité de 1819 Adam-Onis. Voilà, c'est un traité qui permet aux États-Unis de revendiquer des terres allant jusqu'à l'océan Pacifique, ce qui n'était pas le cas précédemment, au-delà du fait qu'ils acquièrent la Floride en entier à ce moment-là. En agissant ainsi, c'est-à-dire en envahissant la Floride à l'hiver 1818, Jackson donc, montre son autonomie vis-à-vis évidemment des Espagnols, mais aussi du pouvoir exécutif, puisque pendant cette campagne, il fait pendre 2 Anglais qu'il soupçonne d'être des alliés aux Indiens et peut-être d'espionner la frontière américano-espagnole pour le compte de la Grande-Bretagne. À ce moment-là, Jackson attire l'attention des démocrates soucieux des libertés civiles et c'est là qu'il va commencer à être qualifié de César et de Napoléon des Amériques. Dans un discours au Congrès, Henry Clay déclare que Jackson a agi comme un tyran car il a concentré dans sa personne tous les pouvoirs, une attitude, ajoute-t-il, totalement irréconciliable avec un gouvernement libre. En prenant la décision unilatérale d'exécuter les 2 Anglais, selon Clay, Jackson a donné le type de mauvais exemple qui, dans la Rome antique, a conduit, et je le cite, au renversement des libertés publiques. Et plus récemment, rappelle Clay, cette action de Jackson n'est pas sans rappeler l'exécution du duc d'Enghien par Bonaparte en 1804, qui avait indigné l'opinion internationale. Je me demande si je n'ai pas une image du duc d'Enghien, mais non, je ne l'ai pas mise, hein, dommage. À ce moment-là, et on est en 1819, Clay commence à conseiller à tout un chacun de se méfier de Jackson. Selon lui, même les meilleurs généraux républicains peuvent se transformer en tyrans. Il dit même « César franchit le Rubicon et même le bras patriotique de Brutus ne put préserver les libertés de son pays chéri. » Ainsi, dès 1819, les républicains états-uniens attachaient un pouvoir exécutif soumis au législatif, comme semble l'indiquer l'ordre des articles de la Constitution, puisque le président aux États-Unis arrive en numéro 2 après le Congrès, eh bien, les républicains commencent à identifier en Jackson un profil autoritaire d'homme fort. Il subodore son goût pour la chose publique qui va se manifester immédiatement après l'affaire de la Floride. En 1822, Jackson est élu au Sénat. Il est encouragé par ses admirateurs. C'est déjà un héros, on a déjà écrit sa biographie. Dès 1824, il se présente à l'élection présidentielle. Il arrive en tête par le nombre de voix, mais il n'obtient pas la majorité. Et il ne perd l'élection que parce que 2 de ses opposants se liguent contre lui lors d'un vote décisif à la Chambre des représentants. Furieux, lui et ses alliés organisent alors une contre-offensive politique très organisée, la première du genre aux États-Unis, pamphlets de propagande, journaux acquis à sa cause, etc. Dès 1824, et c'est surtout ça qui va nous intéresser, les éléments de langage de la propagande pro-Jackson sont largement diffusés et utilisent largement la gloire militaire du candidat. Entrons donc plus précisément dans cette rhétorique politique. Jackson, disent ces turiféraires, est tout d'abord le Cincinnatus de l'Amérique. Après Washington, il y a Jackson. C'est le compatriote révolutionnaire du général Washington, excusez-moi. Pourquoi ?
Alors, en fait, comme vous le voyez sur une des images, eh bien, Jackson, petit enfant, orphelin, est victime de la méchanceté pendant la guerre d'indépendance d'un officier britannique qui veut lui faire cirer ses chaussures. Jackson refuse, donc un petit héros, il rappelle des différents petits personnages de l'Antiquité, et reçoit un coup de sabre qui, heureusement, est dévié au dernier moment, sinon il était mort. Andrew Jackson peut donc se vanter, même s'il est beaucoup plus jeune, d'avoir été un patriote à l'instar de George Washington. Et en fait, dans la rhétorique politique de la campagne de 1824 et évidemment dans celle de 1828, Jackson est associé à Washington. Et l'idée, c'est que comme Washington s'était imposé sans concurrent comme candidat à la présidence, eh bien, le choix de Jackson doit lui aussi s'imposer sans qu'il ait de concurrent. Voilà. Au fond, la théorie de Jackson, c'est de dire que la Constitution ne prévoit pas particulièrement une élection animée pour le président. Il faut plutôt choisir un citoyen méritant, c'est-à-dire lui, un citoyen désintéressé et patriote à travers une élection droite. Car cette question de la droiture, c'est le deuxième argument de Jackson qui, comme Donald Trump plus tard, qui sera quelque part un de ses grands admirateurs, il ne voit à Washington que la corruption, l'intrigue, le népotisme, les factions, les élites. Au lieu de se distinguer par une carrière patriotique, dit Jackson, ses rivaux se sont insinués dans les faveurs des membres du Congrès afin de s'assurer de leur voix. On voit donc que la rhétorique politique de Jackson tente de renouer avec la mythologie révolutionnaire de la guerre d'indépendance, tout en critiquant, et c'est surtout ça qui est intéressant, l'évolution néfaste de la démocratie américaine, malmenée par des élites washingtoniennes corrompues. La stratégie ne fonctionne pas en 1824 pour des raisons essentiellement techniques, mais Jackson, qui se revendique comme l'homme du peuple, le démocrate, à un moment où le suffrage universel masculin est quasiment totalement répandu aux États-Unis, Jackson est bien élu en 1828. Et il va, et c'est ça, c'est le dernier point sur lequel je vais m'appesantir, il va rapidement transformer totalement la fonction de président, le rôle du président des États-Unis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le président, a priori, n'est pas prévu pour être le personnage principal de l'État. Alors, comment Jackson va-t-il se transformer en homme fort et, jusqu'à aujourd'hui, transformer la présidence américaine en un lieu de pouvoir extrêmement puissant? Eh bien, tout d'abord, il utilise le veto, qui était un outil constitutionnel qui n'avait pas du tout été prévu pour bloquer les activités du Congrès. Eh bien, Jackson va l'utiliser. C'est une arme politique. Il bloque les politiques du Congrès pour faire aboutir, quand elles lui déplaisent, pour faire aboutir uniquement ses projets. De même, alors que les élus du Congrès voient dans la figure du président plutôt une sorte de Premier ministre, aux ordres de la majorité législative, et on se rappelle que dans Tocqueville, de la démocratie, Tocqueville insiste sur le fait que le plus important aux États-Unis, c'est le législatif, et bien soudain, juste au moment où Tocqueville est aux États-Unis, en fait, Andrew Jackson montre que la présidence est une véritable force politique. Jackson use des prérogatives de l'exécutif pour faire avancer ses propres projets. La Cour suprême en 1832, par exemple, prend le parti des Indiens Cherokees, il n'en tient pas compte, il continue à les déporter vers l'Ouest. Parce que finalement, la Cour suprême n'a aucun moyen de faire appliquer ces décisions, si l'exécutif ne veut pas les appliquer. À la fin de sa première présidence et au début de la seconde, il impose, et c'est encore plus grave d'une certaine façon, parce que ça va avoir des répercussions sur tout le 19e siècle, il impose sa politique économique en mettant un terme abrupt aux activités de la Banque des États-Unis. Il retire les fonds fédéraux d'un coup d'un seul. Puis il affirme son nationalisme intransigeant en menaçant d'envoyer l'armée en Caroline du Sud, où des partisans des droits des États refusent d'appliquer une loi fédérale sur les droits de douane. Et c'est à ce moment-là, donc je vous renvoie à la deuxième illustration, qu'on le représente en King Andrew, en roi Andrew. Et c'est contre cette version autoritaire de la présidence que se crée en 1834 une coalition politique, le parti Whig, attaché aux libertés publiques. Donc au fond, Jackson, qui était apparu et qui avait créé le Parti démocrate sans avoir de parti face à lui, va donner naissance à un parti attaché aux libertés publiques, opposé à tout président fort. Mais ça ne marchera pas. Les présidents forts vont ensuite se succéder. Alors, en revanche, Jackson est
un grand et très respectueux de la Constitution à sa façon. À l'issue de son second mandat, il quitte Washington pour venir finir ses jours en planteur sudiste dans sa propriété du Tennessee. Ce n'est pas une propriété qui marche très bien, il a plein d'ennuis économiques. Il n'a finalement pas cherché à devenir un dictateur, mais il a transformé la fonction présidentielle. Seconde dans la Constitution, elle est devenue première sur le plan politique. Ses ennemis pensent que les prochains présidents rentreront dans l'ombre, ce qui ne sera pas le cas. Alors, quelques mots sur Jackson et Bolivar en conclusion, pour préparer l'intervention de ma collègue Véronique. Eh bien, comme le rappelle l'historien américain David Bell dans un livre récent sur les hommes forts de la période révolutionnaire, Bolivar était admiré aux États-Unis, au moins jusqu'en 1828. De nombreux enfants étaient prénommés Simon Bolivar. Bolivar jouit dans la presse américaine des années 1825 et 1826 d'un réel soutien. Dans les milieux politiques, on voit en Bolivar un Washington latino-américain, car comme Washington, il délivre son pays de la monarchie et le conduit à la liberté. Jackson, lorsqu'il perd l'élection de 1824, sa première tentative, porte cependant des toasts à Bolivar lors de différents banquets. À Simon Bolivar, fondateur de l'indépendance en Amérique du Sud, qui suit Washington sur la voie de l'immortalité. Mais, comme on le sait, l'enthousiasme des révolutionnaires latino-américains pour la coopération Nord-Sud est fortement tempéré lorsqu'en 1826, les États-Unis tardent à participer à la première conférence panaméricaine, le Congrès de Panama. Ils finissent par arriver, mais le Congrès a déjà été ajourné. En outre, Bolivar, en raison de sa conquête de l'Amérique centrale, inquiète les États-Unis à partir de 1826. On voit en lui un impérialiste, un Cincinnatus qui n'aurait pas posé les armes, à la différence de Washington. L'ambassadeur des États-Unis en Colombie, le futur président Harrison, et lui-même un ancien militaire, considère en 1828 que Bolivar veut se faire couronner roi. Mais l'administration Jackson tranche avec ses opinions négatives. Elle voit Bolivar d'un autre œil. Le secrétaire d'État Martin Van Buren exprime sa confiance envers un homme attaché au principe d'un gouvernement libre. Bolivar reste donc très populaire auprès de Jackson et des siens. L'ambassadeur envoyé par les États-Unis est reçu par Simon Bolivar, qui adresse à cette occasion une lettre chaleureuse à Jackson le 29 novembre 1829. Bolivar parle avec admiration de Jackson, lui envoie une médaille en or, et à un moment où l'opinion craint en Bolivar un despote, Jackson lui renouvelle sa confiance devant le Congrès, où il présente sa médaille. Même la démission de Bolivar en janvier 1830 ne suffit pas à rassurer la presse américaine et les opinions à Jackson, et pourtant l'administration de Jackson maintient son soutien au Libertador, en qui elle voit un héros de la liberté et non un potentiel tyran. Selon les mots de l'ambassadeur des États-Unis en Colombie à l'annonce de la mort de Bolivar, et c'est ce que vous avez en citation finale, In the Liberator, Colombia has lost a benefactor and a father, society one of its most distinguished ornaments, the human race a skillful and successful defender of civil liberty. His name is that of a patriot and hero, and although his exploits encompass a hemisphere, his reputation has spread to all nations and will reach to the extremes of posterity. Voilà, merci beaucoup. Je vais passer directement la parole à Véronique. Bonsoir à tous et merci pour l'organisation de ce séminaire. Je vous prie de m'excuser pour ma voix. J'espère qu'elle va tenir jusqu'au bout. Donc, je vais à mon tour essayer de questionner cette notion de césarisme articulée à celle de démocratie et vous montrer comment nos deux personnages dialoguent d'une certaine façon, parfois directement par le biais de leur correspondance, parfois plus indirectement par le biais des conjonctures. Et je voudrais repartir donc sur cette ambivalence que Marie-Jeanne Rossignol vient de souligner justement quant à la façon dont les hommes politiques états-uniens ont vu Bolivar, le libertador ou le tyran, le héros de l'indépendance ou le dictateur potentiel. Cette ambivalence, on la retrouve en Amérique espagnole et tout particulièrement dans l'espace qu'il a contribué à libérer, Venezuela, Nouvelle-Grenade, Quito, Pérou, Bolivie, celles qui s'appelleront au moment de son centenaire ses filles, qui montrent aussi, là encore, la dimension filiale. Effectivement, de son vivant même, Bolivar a non seulement été l'objet d'un processus d'héroïsation auquel il a très largement contribué, mais aussi d'un rejet tout aussi radical, tout particulièrement à partir de ces années 20 et de la fin de la décennie des années 20, on va le voir. Alors, je voudrais revenir en ouverture sur cette question du pouvoir dictatorial, autoritaire, césariste, un césarisme libéral qui articule un pouvoir fort, voire autoritaire,
et la notion d'exception à cette situation qui est souvent mise en évidence pour justifier, c'est-à-dire que sans rompre avec les principes libéraux, et c'est au fondement même des indépendances que cette question se pose, puisqu'il convient très rapidement, dans cette phase de la rupture avec la mère patrie, de faire face à des oppositions de différentes natures qui amènent les tout nouveaux gouvernements à confier les pleins pouvoirs à l'un d'entre eux. Immédiatement, cette question émerge, et dans le cas vénézuélien dont je vais traiter plus particulièrement, on les confie d'abord à l'exécutif et à l'armée, dès après l'indépendance, pour faire face à un mouvement de mobilisation dans la ville de Valencia, puis à Miranda en 1812, avec l'arrivée des troupes de pacification depuis l'Espagne, à Bolivar en 1814. Mais un changement se produit au moment où les patriotes vont commencer à remporter des victoires plus décisives qui vont leur permettre de restaurer les institutions. Et c'est alors que cet exercice d'un pouvoir centralisé, autoritaire, qui vise, et je cite Bolivar, enfin je cite pas Bolivar, pardon, je cite Clément Thibault, à éroder le pouvoir de résistance des corps intermédiaires, va devenir de fait une pratique de gouvernement. L'état d'exception n'est plus la règle ou n'est plus uniquement la règle. Ce moment marque également définitivement le primat des militaires, et ça fait écho à ce que disait Marie-Jeanne Rossignol tout à l'heure, ce primat des militaires, héros des guerres d'indépendance, dans la sphère politique, dès lors que le premier congrès restauré après ses victoires, le congrès d'Angostura, élu en 1818, est un congrès élu sur la base des comptements militaires et composé pour l'essentiel d'hommes en armes. C'est l'institution armée qui occupe les fonctions du pouvoir constituant et c'est elle qui se substitue à partir de ce moment-là au peuple souverain. Et c'est sur la base de ce nouvel état d'exception que la République du Venezuela, puis celle de la Colombie qui l'absorbe, se construisent, donc à partir de 1819 et 1821. Et on assiste à partir de ce moment-là à une montée en puissance de ce pouvoir césariste en Colombie, sous l'égide de Santander et de Bolivar, qui marchent main dans la main et qui centralisent l'autorité et donnent tout pouvoir à l'exécutif. C'est ce césarisme libéral de 1828 à 1830 qui va représenter finalement, et on est sur cette date clé de 1828 que tu as souvent évoquée, ce pouvoir dictatorial exercé par Bolivar après la dissolution de la Convention d'Ocaña, où il va s'octroyer ce titre de président libertador et s'octroyer les pleins pouvoirs. Avec entre les deux, en 1826, une autre date clé, outre le Congrès de Panama, la rédaction de la Constitution vitalicia, cette constitution à vie, qui vise à être appliquée dans la Bolivie qu'il vient de libérer avec l'aide de son jeune maréchal Sucre, et qui sera appliquée au Pérou, brièvement en Colombie et dans plusieurs villes de l'Équateur, Quito, Guayaquil et Cuenca. Or, cette convention d'Ocaña, qui se réunit en 1828, ne visait rien moins qu'à réformer la Constitution de 21, la Constitution qui avait présidé à la création de la République de Colombie, voire de la remplacer dans un contexte d'opposition grandissante, et parmi les propositions de réforme, un projet qui prévoyait justement de reprendre les principes de la Constitution à vie de 1826. 1826, c'est donc aussi le Congrès de Panama qui va porter à son zénith le projet continental de Bolivar, dont la République de Colombie se voulait la première pierre. Mais ces choix de régime autoritaire qui s'affirment sont toujours dictés par l'urgence. Menace de dissolution de la République de Colombie, à partir de 1826 aussi, puisque les départements vénézuéliens se rebellent, urgence de la stabilisation des derniers territoires libérés par Bolivar, le Pérou et la Bolivie, et donc se veulent provisoires. Mais ils provoquent une opposition grandissante et des accusations de dictature à l'encontre de Bolivar, tout particulièrement. Et c'est donc à ce point, à partir de ces éléments, et pour raccrocher plus directement à cette question de l'agrégation interne, que se cristallisent les ingrédients de la construction du mythe, du culte et de ces regards ambivalents autour de Bolivar, puisque c'est un mythe écorné justement du fait de cette tentation césariste et continentale,
qui va pourtant, et je terminerai là-dessus tout à l'heure, servir de socle aux régimes autoritaires de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle qui célébreront les différents centenaires de la naissance de Bolivar, de sa mort, de l'indépendance, du Congrès de Panama, etc. Alors, cette tentation césariste de Bolivar, qu'en est-il? Elle s'est manifestée dès 1819, lorsque Bolivar avait proposé, dans le cadre de la restauration des institutions et donc de la République du Venezuela, la mise en place d'un Sénat héréditaire doté d'un pouvoir moral. Puis en 1825, dès avant la rédaction de la Constitution vitalicia, de l'élection d'un monarque républicain pour la Bolivie à peine indépendante. Ce furent des échecs du fait des oppositions des pueblos, en particulier jaloux de leur liberté et de leur pouvoir. Cette tentation centraliste, puis césariste, renvoie, si on se réfère au contexte de ces indépendances, à la difficulté dans ce moment de la rupture impériale de passer justement d'une souveraineté monarchiste et divine à une souveraineté déléguée par le peuple, tout en maintenant la stabilité de l'édifice politique. Il fallait articuler, comme le disait Bolivar lui-même dans le discours d'Angostura de 1819, le désir de parvenir à la perfection sociale dans des contextes de convulsions politiques qui dictaient, selon lui, de ne plus consulter le peuple. Il fallait donc cette république, et c'est son expression, centraliste et indivisible, qu'il va donc appeler de ses voeux à partir de cette date. C'est aussi pour cette raison que Bolivar occupe cette place centrale de son vivant, car il est perçu à la fois comme la solution et le problème dans ce moment de rupture avec l'Espagne, générant presque donc 2 décennies de conflits qui portent au zénith l'homme en armes, solution et problème, et Bolivar, puisqu'il en est l'archétype. Et donc, ces communautés nationales en construction s'accrochent d'une certaine façon à ces nouveaux héros, civiques, laïques, mais aussi en armes, dépositaires d'une souveraineté dépossédée de dimension divine, mais qui n'en sont pas moins le réceptacle de toutes ces croyances, objets de mythe, pour reprendre le terme utilisé pour la question d'agrégation, comme s'il fallait à tout prix doter ces héros d'un nouveau genre, de cette sacralité perdue sur le chemin de la construction de la modernité et de la nation. Et c'est pour ça que Bolivar, Nouvel Écho, est à replier sur cette question, sur cette figure de l'homme en armes, du militaire, puisque ce sont eux qui façonnent la nation et qui lui donnent sa liberté. Et donc se pose la question, et David Bell l'indique en ouverture de son ouvrage, de cette transformation de la relation entre les gens ordinaires et leurs dirigeants politiques. Tout ce qui se joue à ce moment-là s'organise autour de cette notion de relation, et elle s'opère à partir de la fin du XVIIIe dans le cadre précisément de ces révolutions issues des Lumières, transformations qui ont en leur cœur l'avènement de ces chefs charismatiques qui défient et qui construisent les démocraties. Comment cette figure de Bolivar donc va passer de cette héroïsation à cette désacralisation du héros du siècle, pour reprendre une expression des acteurs de l'époque? Eh bien, il va y avoir effectivement ce tournant césariste de la décennie 1820. Je n'ai pas regardé le temps qu'il me reste. Je n'aurais pas. Alors, il y a plusieurs moments qui renvoient à la propre construction de son mythe, puisque il rentre en politique à partir de 1810, même s'il ne participe pas directement aux événements de l'indépendance à l'intérieur du Congrès, c'est lui qui pousse, il fait partie de ces sociétés patriotica qui fait pression pour que le Congrès déclare l'indépendance. Et puis, très rapidement, à partir de l'arrivée des troupes de pacification en 1812, il est nommé commandant militaire de la principale place forte qu'il est censé défendre, et c'est un échec. Cet échec sera suivi très rapidement d'un exil, et cet exil va façonner sa carrière politique, puisqu'il sera suivi ce premier exil de plusieurs autres, mais c'est sur ce terreau militaire marqué par la défaite que Bolivar va démarrer cette trajectoire de chef de guerre qui va aller grandissant, faite d'exil, d'échecs, mais aussi de rencontres déterminantes.
Et donc, dans les mois qui vont suivre la chute de la Première République, est posé le premier édifice héroïque autour de Bolivar, puisque quand il arrive à réunir depuis Carthagène des milices qui vont censées réussir à reconquérir le Venezuela, en août 1813, eh bien, quelques mois plus tard, la municipalité de Caracas lui accorde ce titre de Libertador qu'il ne lâchera plus. Le héros Bolivar devient officiel, même si déjà certains condamnent cette décision prise par un organe à la légitimité limitée et dénoncent, je cite, la soif de gloire de son bénéficiaire. La victoire sera de courte durée. Il sera obligé, là encore, d'affronter les troupes de la couronne espagnole. C'est un second exil en Haïti, où il va concevoir son plan de libération. Ce plan de libération qui lui permettra, je passe rapidement, de libérer successivement, après la libération du Venezuela, la Colombie, puis l'Équateur, puis de redescendre sur le Pérou et libérer le Pérou après sa rencontre avec San Martín, puis la Bolivie. Entre-temps, donc, la restauration des institutions à Angostura, et c'est lors de ce discours aussi d'Angostura qu'il va créer le titre de Libertador, dont il sera donc le symbole suprême, titre de Libertador pour récompenser les actes héroïques des braves guerriers qui l'ont accompagné dans ses campagnes, en réparation des sacrifices et des souffrances, mais aussi pour créer cette nouvelle race qui est censée non seulement représenter l'histoire militaire du Venezuela, mais aussi représenter la loi et représenter la politique en train de se faire. Ces hommes sont reconnus donc non pas tant comme défenseurs, mais comme les créateurs de la République, dès lors que, dit-il, les libertadores de Venezuela sont là pour occuper et pour toujours le plus haut rang de la République qui leur doit leur existence. Donc la guerre a généré cette nouvelle race d'hommes, de héros, dont les caractéristiques ont à voir avec leur engagement en tant qu'hommes, et c'est cette race qui devra sauver et garantir la survie de la République grâce à leur sacrifice héroïque. Ce moment est important, il est fondamental puisqu'il va forger la trajectoire de Bolivar. Il inscrit finalement cette conviction de la nécessité d'un pouvoir personnel et autoritaire au-dessus d'un congrès à partir de la rédaction donc, de cette constitution vitalicienne de 1826. C'est Bolivar qui la rédige, elle est donc promulguée en novembre 26 et elle devient, comme je le disais tout à l'heure, cette constitution brève pour un certain nombre de pays. La présidence est à vie et c'est le début de tensions et de critiques vives quant à sa tentation césariste, qui est dénoncée comme telle, voire dictatoriale. Et on fait le parallèle avec Bonaparte, bien que Bolivar, sans cesse s'en défende, y compris dans sa correspondance avec Páez, que cite David Bell, où on voit aussi toute cette ambiguïté de ce césarisme. 1826, c'est le début des tensions dans la République de Colombie de la part des départements vénézuéliens et on va voir monter en puissance cette ambiguïté entre l'appel à l'homme dictatorial de la part des pueblos du Venezuela qui, dans un premier temps, dans le cadre de la future réunion de cette convention d'Ocaña, vont rédiger un certain nombre de votos que reprend David Bell dans son ouvrage. Ce sont des centaines d'appels à Bolivar avec des expressions extrêmement intéressantes puisqu'il est comparé à la loi. On parle en référence à Bolivar d'un système de vigueur et de justice, d'un système de vigueur et d'unité, de la nécessité d'un pouvoir dictatorial, d'un pouvoir suprême d'une seule main. Et donc, ce type de pouvoir n'est pas jugé en contradiction avec les principes de la République, puisque Bolivar n'est pas considéré comme étant au-dessus de la loi, il est la loi. Et à partir de ce moment-là, on a cette montée en puissance de la reconnaissance de Bolivar comme le sauveur de la République, comme l'homme qui est le seul à pouvoir la sauver. C'est celui qui ne vacille jamais, qui est la réincarnation du pouvoir et le remède contre les dangers de la dissolution. Bolivar acquiert d'autant plus de force et de capital symbolique qu'il jouit de son prestige militaire et il a
il fait l'objet, à partir de dans cette phase-là, d'une véritable adulation. Le pouvoir doit s'incarner dans un homme qui a l'obligation, en plus de son charisme, et c'est un point extrêmement important dans ce processus de montée en puissance du culte et de sa chute, qui sera tout aussi brutale, d'être physiquement proche de ceux qu'il dirige, et comme en témoigne l'inflexion de la conjoncture en fonction de ses arrivées dans le pays, notamment à Caracas, dont il est originaire. Il est à la fois le père que l'on réclame, le fils qui a abandonné sa terre, et c'est sur ce socle-là que va se produire la désintégration momentanée de Bolivar à partir de 1829-1830, de cette donc fameuse désacralisation du héros du siècle, expression que je reprends d'un texte rédigé par des citoyens de Maracaibo en 1829, et ce transfert de sacralité, et c'est ça qui est intéressant dans cette réflexion sur le césarisme et ses pouvoirs autoritaires, on assiste à un transfert de sacralité au bénéfice de Páez, qui lui serait le fils resté au pays, auquel on va transférer ses pouvoirs jusque-là donnés à Bolivar, ce qui va favoriser la réhabilitation des héros d'armes discrédités par Bolivar, afin qu'ils éclipsent son prestige. En 1830, lors de la célébration de la Constitution vénézuélienne, après la dissolution de la République de Colombie, la Société patriotique de Caracas critique les formes de gouvernement personnel dont Bolivar serait le symbole et érige Páez en héros au rang du père de la patrie, en lieu et place de Bolivar. Le Venezuela jouit d'un nouveau père, d'un protecteur choisissant l'acclamation universelle pour son caudillo, l'immortel Páez, je cite, cet intrépide guerrier, ce véritable créateur de l'indépendance de l'ancienne Venezuela, doté de toutes les qualités du patriote en armes. On voit donc bien, et là on retrouve certains commentaires de David Bell sur cette espèce de nécessité en fait d'un chef charismatique puissant qui soit là pour incarner le souverain et la souveraineté. Donc, toute l'ambivalence et la plasticité du culte se trouvent à ce point-là. On a une construction importante de cette ambiguïté du culte, mais qui renvoie toujours à cette figure héroïque. Et c'est précisément, et je conclus là-dessus, cette figure héroïque que vont célébrer les deux grands gouvernements qui seront en charge d'officialiser le culte bien après le rapatriement de ses cendres en 1842. C'est d'une part le régime de Guzmán Blanco à partir de 1870 jusqu'en 1888, qui va ériger ce calendrier patriotique en hommage à Bolivar, et le dictateur Gómez, qui à partir de 1908 va lui aussi, dans la célébration du centenaire de Bolivar, retenir cette figure conservatrice et césariste pour légitimer ces nouvelles dictatures éclairées du tournant du siècle. Merci. Merci beaucoup. Merci Véronique. Bien, merci à toutes les deux. Donc, encore une fois, moi, je n'ai pas vraiment de commentaires très, très approfondis. Donc, j'ai lu et écouté avec beaucoup d'intérêt vos communications. Plutôt des questions pour lancer le débat, qui repartent aussi un peu de la lecture de David Bell, puisque c'était le point commun et le prétexte de nos discussions. Donc, avant les questions même, un peu en guise de propos liminaires, pour qu'on réfléchisse aussi un peu sur cette catégorie justement du césarisme. Donc, rappeler les éléments qui le composent. Donc, la gloire militaire, ça évidemment, les deux le partagent largement. L'ambiguïté qu'il y a autour de la référence à Washington, j'y reviendrai, parce que vrai républicain et en même temps tentation du pouvoir personnel. Bon. Et puis, il y a le deuxième critère qui me semble très, très important et que je souhaiterais mettre en valeur, qui reprend tout ce que Marie-Jeanne Rossignol a dit autour de la rhétorique de Jackson, c'est-à-dire l'idée d'une légende qui se construit elle-même. L'idée d'une légende qui se construit elle-même d'une part, et d'autre part, l'idée d'une culture politique révolutionnaire, moderne, sans aucun doute, différente de la culture libérale, qui serait comme une sorte de parallèle finalement à la culture libérale, articulée autour, alors,
d'une vision très morale, finalement, de la politique, contre les factions, contre la corruption, obsédée par l'idée d'unité. Une dimension d'incarnation, et Véronique l'a maintes fois souligné, le choix du peuple, hein, donc l'incarnation du souverain, ce qui suppose un lien particulier aussi avec le peuple, une sorte d'immédiateté de la relation entre le chef et le peuple. Donc effectivement, ça va complètement à l'encontre de la constitution de corps intermédiaires, etc. Et il faudrait y ajouter, pour être tout à fait complet, peut-être un culte de la personnalité, je ne sais pas, ou en tout cas quelque chose qui tendrait vers ça, et la tentation dictatoriale, dont il faut quand même rappeler que c'est une catégorie qui existe, qui est pratiquée, et qui est, comment dire, strictement définie d'un point de vue institutionnel. Hein. C'est vraiment la dictature à la romaine, où les pouvoirs exceptionnels, quand ils le sont concédés pour un temps donné, sont concédés en général par un parlement ou par un organe représentatif, et enfin, c'est très codifié, le pouvoir dictatorial, parce que souvent on emploie le terme de façon un petit peu comme ça. Alors, les questions, mais vraiment très ouvertes, hein, que je voudrais poser. Alors, la première, qui m'a vraiment été inspirée par le livre de David Bell, mais qui évidemment s'impose s'agissant de comparer Jackson et Bolivar. Il y a toujours des références derrière, finalement, parce que comme on est dans les années 20, il y a les glorieux exemples, et ces deux hommes sont sans arrêt comparés à Washington et à Bonaparte, qui sont finalement deux figures assez antithétiques. Washington, le vrai républicain, et Bonaparte, lui, en revanche, l'empereur. Alors, je pose un peu brutalement la question, Jackson et Bolivar sont-ils de simples imitateurs ou bien, c'est évidemment vers ça que j'aimerais qu'on aille dans la discussion, à quel type de problème doivent-ils répondre? Enfin, pourquoi finalement cette évolution? Est-ce qu'il y a des caractéristiques finalement de la politique démocratique, comme tu le disais, Marie-Jeanne, qui rendent nécessaire au bout d'un moment justement plus d'incarnation, plus de centralisme, plus d'autorité, etc. Évidemment, ce ne sont pas de simples imitateurs, comme on pourrait dire. Deuxième question, ça m'a été un peu soufflé aussi par la présentation de liminaire du séminaire, une particularité américaine pour une interrogation. Alors, ça peut être très rhétorique, mais en réalité, dès qu'on pense aux clichés qui abondent, en particulier pour l'histoire de l'Amérique du Sud, évidemment, la question se pose. Est-ce que ça serait une sorte de, je sais pas, de trait essentialiste que d'avoir ce qu'on appelle les caudillos? Le mot n'a pas été prononcé. Donc, moi, j'avais demandé à David Bell si Napoléon et Washington étaient des caudillos, celle-là un peu. Mais bon, il y aurait aussi peut-être toute une discussion à avoir autour de la confrontation de ces deux catégories, le césarisme et le caudillisme, parce qu'au fond, les deux catégories peuvent être rapprochées. Est-ce que c'est ou pas une particularité américaine? Alors, je dirais qu'on a fait un grand pas en avant déjà en comparant États-Unis et Amérique du Sud, parce que souvent on a tendance à en faire une particularité strictement hispano-américaine. Bolivar, cité par Bell, aurait dit ou écrit « Je suis convaincu au fond de moi que seul un habile despotisme peut gouverner l'Amérique ». Que penser d'une telle citation, hein? Finalement, à quoi ça correspond et comment sortir? Parce que je pense en tout cas que cette conviction devenue cliché participe aussi beaucoup de tout le mythe qui entoure le pouvoir fort et le personnage de Bolivar. Et qu'il faut déconstruire tout ça pour ne pas essentialiser ce qui est peut-être au fond le propre de ces jeunes républiques, justement. Dernier point, dernière question et que je souhaiterais vraiment mettre en avant, la dimension émotionnelle, la dimension charismatique. Bell rappelle bien que le charisme, c'est relationnel, c'est une relation entre un chef et son peuple. Voilà ce que tu as repris, Véronique, avec la question de l'incarnation. Et du coup, je me posais la question de l'exceptionnalisme. Parce qu'au fond, en t'écoutant parler de ce qui crée Angostura, de ce qui se joue à Angostura et de ce titre de Libertador qui crée une nouvelle race d'hommes, ils sont tous appelés à devenir des petits Bolivars. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas, in fine, au bout du compte, une récupération, enfin, comment dire, un retour au républicanisme pur et dur, c'est-à-dire à la capacité de mettre sur un pied d'égalité tous ces hommes nouveaux, hein,
Et du coup, au fond, on tordrait le cou à l'exceptionnalisme qui tout de même est toujours plus ou moins comment dire, utilisé quand on parle de ces figures-là. Je tiens à m'excuser auprès de ceux qui me regardent. J'ai beaucoup regardé à ma gauche, regardé les commentatrices. Bon, voilà les questions que je mettrai sur la table, mais qui sont autant de prétextes, là aussi, pour parler au fond des structures qui amènent à l'émergence de tels individus et de ces catégories. Alors, je ne vais peut-être pas répondre à tout, je vais reprendre certains points qui me semblent très intéressants. Tu as parlé tout d'abord la question de la rhétorique, j'aimerais bien revenir là-dessus. Ça me semble extrêmement important parce qu'on est dans un moment de rhétorique, justement, et que l'usage de la parole est quelque chose de totalement fascinant dans ces périodes qui sont des périodes pourtant de temps troublés, de guerre, d'instabilité et de déplacement permanent. On a parlé d'exil, mais il parcourt des milliers de kilomètres et il parle tout le temps, il s'exprime et la parole, elle est forte. Enfin, quand on lit ces propos de Bolivar et d'autres d'ailleurs, hein, c'est quand même ce qui interroge, et il y a effectivement, si on s'en tient à la rhétorique de Bolivar et à sa posture, effectivement, c'est quand tu demandes est-ce que la légende ne se construit pas par elle-même, dans mes cours d'agrégation, j'ai consacré plusieurs cours à décortiquer tous les éléments du contexte lui-même, des propos et des actions de Bolivar et de son entourage, pour montrer quels étaient les éléments auxquels on pouvait s'accrocher pour comprendre cette montée en puissance, en fait, non pas tant du culte à ce moment-là, mais de la figure héroïque. Comment cette figure, elle se construit en même temps qu'elle est en action, en fait. Et ça me semble quelque chose d'extrêmement important et qui participe, et c'est une autre de tes interrogations en reprenant donc une des idées portées par David Bell de cette question de la dimension relationnelle, cette parole, elle crée le lien et elle crée aussi la relation. Certains de ses discours, de ses présences, le nombre de cérémonies qui sont tout de même organisées en fonction des arrivées et des départs de Bolivar, et pas uniquement à Caracas. J'ai parlé de son arrivée à Caracas en 27, mais il y en a plein d'autres ailleurs. Quand il arrive en Bolivie au moment de l'indépendance, quand il arrive, enfin, il y a l'organisation de fêtes les plus incroyables les unes que les autres pour venir acclamer Bolivar, célébrer Bolivar. Donc, il n'y a pas que les écrits dont on pourrait s'interroger sur leur portée. Donc ça me semble un point extrêmement intéressant. Et puis, et après, je laisse la parole à Marie-Jeanne, on pourra rediscuter. Ce qui me semble aussi extrêmement intéressant et important dans ce que tu as relevé, c'est ce point de la comparaison et des cultures politiques. Je pense qu'on ne peut pas envisager cette question de la personnalisation du pouvoir, de cette incarnation du pouvoir sans en référer aux cultures politiques d'un temps, qui sont des cultures politiques partagées, c'est-à-dire quand même de rupture par rapport à des régimes qui étaient des régimes de souveraineté incarnée et divine, à des régimes qui se prétendent des régimes justement laïques, républicains, fondés sur l'égalité et sur l'abstraction de la souveraineté d'une certaine façon. Et je pense que là, il y a quand même quelque chose à creuser. On ne peut pas essentialiser les sociétés américaines du Sud qui seraient par essence beaucoup plus enclines à ce type de processus. Quand on creuse un petit peu toute l'histoire de l'Europe de cette époque-là, on retrouve les mêmes dynamiques. Et c'est ça qui me semble extrêmement intéressant. Ce qui est peut-être pose question sur l'après, c'est la mise en œuvre du culte a posteriori. Qui là obéit de mon point de vue à d'autres dynamiques. On se situe quand même dans une fin du 19e dans le cas que j'ai évoqué. Je pense que là, on est dans toute autre chose. Ce qui me semble, moi, plus intéressant et plus fascinant du point de vue des cultures politiques, c'est justement la mise en œuvre dans le temps même de l'action de ces figures qui sont comme si elles étaient une nécessité, d'une certaine façon. Si c'était une étape nécessaire pour parvenir à autre chose. Voilà, pour l'instant, je m'arrête là et je continue à réfléchir à des sujets. Marie-Jeanne, merci beaucoup. Jackson, pourquoi à ce moment-là? Là, je pense que l'historiographie est assez claire.
En fait, Jackson arrive au moment 1828 où donc le suffrage universel s'est largement répandu aux États-Unis. Il y a peu d'États qui ne le pratiquent pas, le suffrage universel masculin blanc, évidemment. Et lui-même se prétend être l'homme du peuple. Hein, c'est le champion du common man. Et pour aller très vite, il y a une anecdote très connue en histoire américaine, c'est qu'au moment de son inauguration, vous savez, ce moment où le président fait une fête à Washington pour son élection, et qui est en général des balles. Enfin, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose, voilà, il y a du monde, mais la vraie fête à la Maison-Blanche, ce n'est pas pour tout le monde. En fait, lui, Jackson, ouvre la Maison-Blanche. Et donc, tout le monde rentre, détruit entièrement, parce que tout le monde il y a de l'alcool à disposition, donc tout le monde rentre, détruit toute la porcelaine qu'il pouvait y avoir, etc. Et ensuite, il faut donc réaménager la Maison-Blanche, racheter du matériel, parce que tout aura été détruit. Et donc, c'est l'incarnation de l'homme du peuple. Et donc, il ouvre à l'homme du peuple la Maison-Blanche. C'est la maison de tout le monde. C'est pour ça aussi qu'il reçoit Beaumont et Tocqueville. Il ne les connaît pas particulièrement. Ils ne sont pas si introduits que ça. Et voilà, il reçoit les gens. Il est ouvert. C'est l'homme du common man. C'est un homme simple qui veut, voilà, qui a cette légende-là. Sur la spécificité américaine, je crois qu'on a déjà bien parlé toutes les deux à d'autres moments. Au fond, c'est quand même encore un peu le moment des indépendances. Je pense que ça, c'est un lien pour les uns et pour les autres. Une des raisons pour lesquelles Jackson, moi, j'avais fait ma thèse sur le nationalisme américain à la fin du XVIIIe siècle. Et j'avais toujours été un peu embarrassée parce que le nationalisme, c'était un peu l'idée de ma directrice de thèse. Je me disais, oui, c'est plutôt du patriotisme à la fin du XVIIIe siècle. Le nationalisme, c'est après 1815. C'est Jackson. Et il l'incarne complètement parce que là, enfin, non seulement ils se sont débarrassés des Anglais définitivement, mais avec une victoire un peu inattendue. Et au moment où ils vont pouvoir construire aussi, grâce à Jackson, cet empire du coton, enfin, ce pays extrêmement riche qui s'étend très vite et qui a une grande population, et lui est associé à ça. Donc, une indépendance dans la prospérité, donc un nationalisme totalement satisfait de lui-même, dans l'opposition aux monarchies. Et je pense que ça, on ne se rend pas obligatoirement, enfin, on se rappelle pas obligatoirement à quel point ça peut être important aux États-Unis, longtemps après la guerre d'indépendance, d'incarner une république un peu seule, Oui. et qui accueille bien volontiers les exilés qui viennent d'Europe, qui cherchent en 1848. Par exemple, c'est beaucoup plus tard, mais les Américains accueillent à bras ouverts les Allemands, les Autrichiens, et évidemment les Irlandais. Pas seulement les Irlandais qui partent chassés par la révolte de la pomme de terre, enfin la maladie de la pomme de terre, mais dès la fin du XVIIIe siècle, les opposants politiques irlandais, qu'ils soient catholiques d'ailleurs ou protestants. Donc, il y a une tradition d'asile contre les monarchies. Et donc, on reste, je pense, un peu quand même dans ce grand discours sur les indépendances et l'opposition aux monarchies. Sur la dimension émotionnelle et charismatique, comme tu l'as dit, en fait, comme vous l'avez dit toutes les deux, il construit son mythe, Jackson. Il y a un groupe qui se met à croire en lui juste après 1815. Parce qu'en fait, entre 1812 et 1815, il accomplit plusieurs moments un peu, par exemple, il n'abandonne pas ses troupes à un moment où on ne leur envoie pas non seulement des renforts, mais on ne leur envoie pas non plus de quoi manger. Et il préfère ne pas manger lui-même, donner. Alors, il construit sa légende aussi, même avant qu'une biographie soit écrite. C'est-à-dire que lui, il donne ses rations à ses hommes et il mange genre des noix, des noix ramassées au bord du chemin. Et il a soit des balles dans le corps. Enfin, il supporte les blessures. Et vraiment, il construit son culte dans une grande violence. Alors là, je pense peut-être, je ne sais pas si c'est pareil pour Bolivar, mais il y a une grande violence des actes associés à Jackson. Il fait fusiller des soldats qui ne veulent pas obéir sans procès, sans cour martiale, des enfants. Enfin bon, il y a des trucs vraiment très durs. Et la question que je voulais poser un petit peu, c'est que je n'ai pas l'impression que pour Jackson, il y a eu un culte a posteriori. Et donc, à part le culte que lui a rendu Donald Trump, même si c'est un personnage qui a été beaucoup apprécié par les historiens jusqu'à récemment, parce qu'il était quand même le chef des démocrates. Voilà. C'est avec lui que le suffrage universel arrive à maturité. Et donc, ça aussi, peut-être que c'est peut-être une vraie différence. C'est l'absence de culte a posteriori. C'était une question que j'avais.
Ben, c'est toute la question que je me pose aussi que j'avais travaillé dans ma thèse, justement. Enfin, comment très rapidement, une fois passé cette parenthèse où il est quand même vraiment désacralisé, hein, c'est très très violent, hein, ça dure quelques mois, mais c'est extrêmement violent et c'est ce qui provoque son exil, son départ en Colombie, hein, il meurt en exil. À partir du moment où Páez a obtenu finalement ce qu'il voulait, c'est-à-dire il devient président de la République en 1830, en 1942, il décrète le rapatriement du corps de Bolivar. Donc la paix est faite d'une certaine façon, hein, donc on négocie avec la Colombie, le cœur va rester en Colombie et puis on rapatrie le reste du corps. Dans les années qui suivent, il ne se passe pas énormément de choses par rapport au culte de Bolivar. Alors, même si ce n'est pas des années que j'ai travaillé particulièrement, il ne se passe pas énormément de choses. Et c'est à mesure que s'approchent en fait les dates anniversaires qui vont correspondre à l'arrivée au pouvoir, en particulier de Guzmán Blanco, et de ces régimes qui, est-ce qu'on pourrait dire, qui renouent. En tous les cas, on a de nouveau ces tentations de régime autoritaire, hein, c'est toute cette phase des régénérations dans les Amériques, avec tout un tas de gouvernements qui se veulent centralistes après cette phase d'oscillation entre ces compromis entre des systèmes plus ou moins fédéraux ou centralistes, qui sont la quête justement d'articuler ces souverainetés éclatées. Dans le dernier tiers du 19e, à partir de ces années 70, se multiplient ces régimes qu'on va appeler des dictatures éclairées, hein, donc modernisateurs économiquement et répressifs politiquement. Hein, c'est Porfirio Díaz, Guzmán Blanco et tout un tas d'autres, hein, qui arrivent au pouvoir. Et c'est le centenaire de la naissance de Bolivar. Et à partir de là, il y a un culte officiel qui se met en place, hein, et Guzmán Blanco crée une véritable liturgie bolivarienne depuis l'obligation de son portrait sur les édifices publics, l'adoption de la monnaie, toutes les places tous les villages et villes doivent avoir une place au nom de Bolivar, enfin j'en passe. Hein. Donc ça se décrète, ça devient très officiel et on fait rédiger tout un tas de documents. Les premières grandes biographies apparaissent, c'est la republication des documents pour la Vida del Libertador en je ne sais pas combien de volumes, c'est la publication des documents d'Oleri, qui était son aide de camp, qui d'ailleurs va appeler son fils Simón Bolívar, hein, qui s'appelle Simón Bolívar. Voilà, on crée l'espèce de monument de papier dans toutes ces années-là, et là, à partir de ce moment-là, le culte ne s'arrête pas, mais c'est précisément cette partie que les historiens après ont appelée la partie conservatrice, enfin, le volet conservateur de Bolivar, du régime fort, qui va prévaloir sous Guzmán Blanco, puis sous Gómez, où là c'est une véritable dictature, on n'est même plus, on ne parle plus de dictature éclairée, qui va donc célébrer, comme je le disais tout à l'heure, à la fois 1800, alors à partir de 1809, on y va, 1809, 10, 11, 19, Carabobo, la mort de Bolivar, enfin, 1826, enfin, il y a une espèce pendant plusieurs années où Bolivar est au cœur de tout, hein, de sa mise au Panthéon, enfin, et c'est à la fin de la dictature de Gómez que va émerger une figure concurrente de Bolivar, avec l'apparition d'une jeune génération politisée à gauche, toute cette génération de l'après-réforme universitaire qui se construit dans l'exil et qui va ériger une figure d'un Bolivar de gauche, avec Martí, Mariátegui et tous ces gens-là qui vont utiliser la figure du Bolivar démocrate avec cette pensée continentale de libérer l'Amérique de la tutelle nord-américaine, etc. Donc ce culte, il se construit assez tard, malgré tout, à la fin du 19e siècle, après une phase un peu mais qui est effectivement assez exceptionnelle. Enfin, quand on travaille... Là, pour ce que je suis en train de travailler pour la question d'agrégation, c'est assez fascinant. Enfin, ces publications partout dans l'ensemble du continent, et puis c'est parallèle avec Washington qui ne cesse de se renforcer au moment du centenaire. C'est assez fascinant. Peut-être qu'on va passer aux questions du public en ligne, et puis si le public dans la salle a aussi des questions, n'hésitez pas. Alors, il y en a une de Robert Boyer
Si l'on élargit la comparaison à Bonaparte et Napoléon, les mêmes facteurs explicatifs sont-ils pertinents ou faut-il en introduire d'autres? Si on compare Bonaparte. Mais je continue sur les questions peut-être. Il y a d'autres questions. Alors, sur Bolivar. Comment considérer Bolivar, plutôt comme un libertador ou comme un dictateur? Là, on revient à ce que tu disais sur la catégorie de dictateur. Une question de Françoise Lejeune. Le mythe du César Napoléon d'avant 1815 est-il une inspiration pour Jackson? Et enfin, une dernière question qui concerne le Mexique, de Gio Ramos. Est-ce que la figure d'Andrés Manuel López Obrador, donc actuel président du Mexique, peut être considérée comme césariste? C'est une question que je pose posée plus aux latino-américanistes. Voilà, je vous laisse choisir les questions qui vous paraissent les plus pertinentes en fonction de votre discussion. Sur Bonaparte, enfin, au fond, il y a quand même, entre l'Amérique du Nord et l'Amérique latine, il y a des différences de tradition dans la longue durée. Et au fond, aux États-Unis, il y a cet ancrage dans une tradition anglaise de défiance du pouvoir monarchique. En fait, ce qui veut dire que Bonaparte n'a pas été très, très populaire aux États-Unis. Même si les États-Unis ne se sont pas fâchés avec la France sous Bonaparte et qu'ils ont même cette guerre de 1812 et le résultat quand même d'une plus grande proximité des États-Unis avec la France de Napoléon qu'avec la Grande-Bretagne. Voilà. Mais on ne peut pas dire quand même que les États-Unis étaient enthousiasmés par le personnage politique parce que tout le début du 19e siècle, c'est la présence de Jefferson qui est un partisan d'un rôle présidentiel limité, d'un pouvoir central limité et qui est donc beaucoup moins nationaliste que Jackson ne le sera. Or, Jackson se revendique de l'héritage de Jefferson. Mais ce qu'on peut imaginer assez facilement, c'est que ces comparaisons avec Napoléon qui fusent de temps en temps ne sont pas probablement pour le gêner énormément. C'est quelqu'un qui respecte la Constitution, mais qui redéfinit le pouvoir du président sans quand même chercher à des pouvoirs dictatoriaux, sans chercher à devenir empereur. Et simplement, il transforme le fonctionnement politique des institutions en donnant beaucoup plus de pouvoir au président parce qu'il s'estime souverain. Enfin, il s'estime représenter les gens du peuple. Comme il est élu indépendamment du législatif, il estime qu'il a un rôle particulier, qu'il n'a pas assez facé devant le législatif. Et donc, il va donner à la puissance exécutive une dimension qu'elle n'avait pas jusque-là, même si certains présidents, justement Thomas Jefferson, avait de temps en temps fait des entorses ou des encoches au contrat constitutionnel. Voilà. Donc, je pense que ça ne l'aurait pas obligatoirement gêné, si ce n'est que, quand même, la tradition anglo-américaine, et surtout anglaise, c'est de se méfier d'un pouvoir personnel ou monarchique trop fort. Donc, il faut qu'il s'installe. Comment dire, Napoléon n'était pas très populaire. Donc, il y a une sorte d'ambiguïté. Je pense qu'il y a une sorte d'ambiguïté des Américains sur ce rapport à Bonaparte. En fait. D'accord. Est-ce que vous souhaitez répondre à une autre des questions? Je pense qu'il est compliqué. Sur la question de López Obrador, on est dans d'autres moments. Je pense qu'on peut très difficilement établir des parallèles. Bah oui. Parce que ce qui définit césarisme, c'est quand même le passage de la République à l'Empire. Quand même. Alors,
Voilà, jusqu'à preuve du contraire. Après, oui, on ne peut pas qualifier de césariste tout pouvoir autoritaire, ou tout pouvoir charismatique. Il y a un rapport à la loi, au respect de la loi et aux institutions qui est quand même à prendre en considération pour pouvoir opérer ce type de qualification, je pense. Ce qu'on peut dire quand même, c'est sur la République états-unienne pendant cette période, c'est que d'autres personnages charismatiques, Toussaint Louverture, Dessalines, etc., enfin, les premiers dirigeants haïtiens sont tout à fait commémorés à partir des années après 1815 par les premiers auteurs africains-américains, les premiers intellectuels africains-américains, et surtout autour justement de 1830, on commence à parler de cette République haïtienne avec ses grands héros comme quelque chose de positif. Donc, le rôle de ces chefs libérateurs, en dépit de la tradition anglaise de méfiance du chef, sont vus quand même de façon extrêmement positive en Amérique du Nord, que ça soit Bolivar ou Toussaint Louverture, ils ont leur public. Parce que ce sont quand même eux qui permettent de passer le cap de l'indépendance. Donc la construction de ces figures qui sont des figures en armes, qui sont des figures héroïques en elles-mêmes. Enfin, je veux dire, si on considère, leur trajectoire, encore une fois, revenons à la géographie des Amériques pour comprendre le caractère totalement héroïque de ce qu'ils ont accompli en soi, indépendamment de ce qu'on peut projeter, de ce qu'eux-mêmes ont pu incorporer de cette trajectoire. Ils ont des trajectoires héroïques, donc que ça ouvre la brèche à la fois à un processus d'admiration relationnelle, toute cette dimension d'admiration, mais aussi que ça puisse, pour eux-mêmes en fait, et pour les plus charismatiques d'entre eux, nourrir des ambitions politiques qui puissent nous apparaître comme démesurées, dictatoriales, d'enfreindre la loi. Il y avait aussi un principe de réalité. C'est pour ça que je trouve très intéressant de distinguer ces moments qui sont considérés comme des moments d'exception, c'est-à-dire qu'il faut faire très très attention sur la périodisation entre cette première phase où se multiplient les pouvoirs dits autoritaires, dictatoriaux, mais qui sont considérés comme des réponses momentanées à une conjoncture, et l'inscription comme un principe de gouvernement fort, autoritaire, ce qui caractérise Bolivar à la fin de sa vie, il ne le sait peut-être pas, et ses contemporains non plus, mais ce qui se joue à partir de 1826-28, où là, il y a une vraie tentation autoritaire, c'est-à-dire qu'il y a des actes qui sont pris, la présidence à vie, de se déclarer libertador presidente, enfin, il y a de mon point de vue, cette tentation qui est présente à partir de 1826-28, où le projet lui échappe aussi un petit peu, c'est-à-dire que Panama est un échec, la République de Colombie se désagrège, et que voilà, il s'accroche à quelque chose qu'il ne parvient pas à construire. Pas dans une logique nationaliste, justement, mais plutôt continentale ou subcontinentale. S'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas. Je n'ai pas de questions dans la salle. Si, monsieur. Bon, tout d'abord, merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. On a eu des questions qui voulaient faire des liens entre la France, les personnages français et les personnages dont vous avez parlé. Est-ce que c'est possible de faire à l'inverse et de faire un lien un récit de l'Amérique du Nord et l'Amérique latine avec ces deux personnages-là contre les pouvoirs européens, que ce soit majoritairement le Royaume-Uni et un peu la France, comme vous avez indiqué, mais aussi les figures et les pays qui colonisaient l'Amérique latine à cette époque. Est-ce qu'ils se sont admirés vis-à-vis de leur opposition avec les pouvoirs coloniaux, etc. Ou est-ce que c'est un récit qui peut être vite? À la même époque, vous voulez dire? Oui, bien sûr. En fait, ce dont on s'est rendu compte avec Véronique quand on a commencé à en parler, c'est qu'il s'agit bien de la même période quand même. Aux États-Unis, on a tendance à penser que l'indépendance est acquise en 1783, et on voit qu'en fait, ce processus d'indépendance n'est pas complet si on regarde les choses de près.
dans les années 1790, les Anglais, à partir du Canada, continuent à polluer vraiment la vie des Américains sur leur frontière nord-ouest. Donc, il y a une sorte de ressentiment qui est entretenu avec des livraisons d'armes aux Indiens. Et donc, la guerre de 1812-1815, c'est quand même une guerre d'indépendance. Donc là, on rejoint. Je pense qu'il y a un récit, effectivement, qui est à rapprocher, même s'il y a énormément de choses qui sont différentes. Simon Bolivar est un personnage, je pense qu'il y a une stature que n'a pas du tout Jackson, qui est un personnage très états-unien, alors que Bolivar a une dimension plus importante. En revanche, on voit circuler autour d'eux, je pense que c'est un récit qui incorpore les Caraïbes. Il y a Pétion, parce quand on parle de Bolivar, on parle de Pétion, qui lui aussi s'attribue, je crois, les pouvoirs à vie, enfin, et tout en étant un républicain au départ. Donc, il y a un récit des Amériques, enfin, sur cette période-là. Haïti, c'est encore mieux parce que l'île est divisée en deux. Il y a un président de la République à vie au sud et un roi au nord. Donc, il y a les deux options et c'est très intéressant parce qu'au fond, ils se ressemblent. Mais voilà, il y a ce... Parce que finalement, on donne peut-être aussi à la forme du régime une importance. Je ne dis pas qu'elle n'était pas importante pour les gens de l'époque, mais en fait, le clivage, c'est entre monarchie absolue et le reste, et tout le reste. Une monarchie constitutionnelle, ce n'est pas très, très embêtant. D'ailleurs, c'est la solution qui, quelque part, est perçue par certains acteurs a posteriori comme la solution qui aurait été la plus adéquate. Et c'est ce que dira Miranda peu de temps avant de mourir lorsqu'il écrit au Cortés, en disant qu'une des erreurs qu'ils ont commises, c'est de ne pas avoir adopté une monarchie constitutionnelle. Parce que ça permettait justement de conserver ce pouvoir incarné, cette souveraineté qui s'incarne, et cette unité du corps politique et de la communauté. On arrive à la fin de notre séance. Si Geneviève veut dire encore quelques mots, on a encore 5 minutes si vous voulez. Moi, je voudrais bien faire un contrepoint avec le Rio de la Plata, parce que je réfléchissais aux dates, au fond, et du coup, je réfléchissais au lien que vous avez posé toutes les deux avec l'indépendance. Pendant la décennie de la révolution de l'indépendance au Rio de la Plata, il n'y a pas l'équivalent de Bolivar. San Martín un peu, bon allez, San Martín, on peut considérer San Martín, mais qui n'a pas du tout un rôle intérieur en fait. Celui qui a un rôle intérieur, c'est un inconnu total, enfin un inconnu pour nous, qui s'appelle Carlos de Alvear, lui il coche toutes les cases, c'est le Washington du Sud, etc., etc. Mais bon, il est au pouvoir qu'1 an, après il se fait renverser. Et lui, il a une vraie tentation césariste. Après, San Martín, mais San Martín, en fait, construit sa réputation par le fait d'intervenir au Chili et au Pérou. Il a cette vision continentale de l'indépendance. Et lui, c'est marrant, là aussi. On dit toujours que ce qui oppose San Martín à Bolivar, c'est que San Martín aurait accepté de devenir roi au Pérou, alors qu'il ne cesse de proclamer ses convictions républicaines, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est donc, bon, bref. San Martín est assez comparable à tout ça. Et puis, les années 20 arrivent, et là, il n'y a pas d'homme fort, il n'y a pas de grande figure, jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Rosas en 1829. Et Rosas, en fait, il ne colle pas complètement au portrait. D'abord, on n'est plus dans les indépendances, bien qu'il y ait ce que tu as décrit pour Jackson, c'est-à-dire des offensives européennes, avec le blocus de Buenos Aires en 1838 et puis le blocus franco-anglais en 1845, où se rejoue cette partition-là de consolider l'indépendance contre les tentatives de reconquête des puissances européennes. Mais à part ça, c'est pas du tout un militaire qui a la stature d'un Bolivar, il est commandant des milices, donc effectivement, il a ce rapport à ses hommes de troupe, mais qui est pas, c'est plus un propriétaire terrien qu'un militaire. Il n'a pas du tout de tentation monarchique. En revanche, et ça c'est peut-être un point qui dans la discussion restait un petit peu, que tu signales dans la rhétorique de Jackson, en revanche, c'est l'ennemi des factions. C'est-à-dire c'est celui qui incarne la restauration, on l'appelle le restaurateur des lois, qui incarne la restauration d'une vision très, presque fondamentaliste en fait de l'ordre républicain contre la division du corps social opérée par les factions. C'est l'homme qui lutte contre la corruption. Voilà. Il restaure quelque chose. Et tant et si bien qu'il fait primer un unanimisme à la fois religieux et civique extrêmement fort contre, au fond, les principes du libéralisme.
Donc, on a ce versant illibéral qui surgit. Donc, je me demande, au bout du compte, et peut-être pour conclure, ce serait si ces grands hommes incarnent l'époque de l'indépendance ou tout simplement l'époque de la construction de la jeune république, comme l'indique le titre de la séance. L'indépendance, certes, mais pas que. C'est vraiment une question de, une fois l'indépendance acquise, comment est-ce qu'on construit, comment on pérennise et comment on construit le politique, comment on construit le consensus depuis 0 ans. Et ce léger décalage chronologique incarné par Jackson, qui est quand même un peu plus tardif, que le montre bien. Jackson, il y a les deux. Il y a la guerre de 1812, et puis en fait, après sa stature en tant que président, etc., c'est après. Donc, il fait bien le lien entre ces deux problèmes. Ce n'est pas les deux en même temps. Ce n'est pas les deux en même temps. Voilà, je conclurai peut-être comme ça. Il y a les deux temps. Ouais, absolument. Merci beaucoup pour ces mots de conclusion. De rien. Et je voudrais juste dire quelques mots de remerciement à toutes les trois, à Marie-Jeanne Rossignol, à Véronique Hébrard et à Geneviève Verdeau pour avoir accepté d'intervenir cette deuxième séance du séminaire et juste annoncer la prochaine séance du séminaire qui aura lieu le 10 janvier. Et qui, elle, sera complètement en ligne. Elle sera coordonnée scientifiquement par Françoise Lejeune et elle portera sur le droit de vote des femmes dans les Amériques, qui, je crois, est également au sujet, c'est un sujet de l'agrégation externe d'anglais aussi, avec deux intervenantes, Claire Delahaye de l'Université Gustave Eiffel et Maria Elvira Alvarez de CY Cergy Paris Université. Merci beaucoup. Et merci au public présent et au public en ligne.